L'idée c'est que vous essayez de faire en même temps, donc la vidéo peut peut-être paraître un peu longue, mais l'idée c'est que vous essayez de faire, d'anticiper, essayer de voir les choses, et essayer de réfléchir par vous-même pour aller à l'encontre un peu de, on regarde passivement des vidéos, etc. et de se dire bon, je vais essayer d'aller un peu plus loin, je vais essayer de faire quelque chose. Et voilà, donc c'est l'idée de cette vidéo. Je vous laisserai à chaque fois du temps pour aller le faire vous-même. Euh, je viendrai après expliquer en même temps. Après, le top du top, c'est qu'il y ait des gens qui le fassent en même temps que moi. Comme ça me permet un peu plus d'évaluer le temps qu'il faut, de pouvoir répondre aux questions, etc. Bon, pour cette première vidéo, je vais être un peu tout seul sur le stream. Donc voilà. Alors, ben, on y va. Donc, la première chose pour commencer à programmer en Python, on en a entendu parler, vous en avez entendu parler, vous avez dit ouais, on m'a dit Python c'est cool, faut que tu commences à apprendre. La première chose, bah, installer Python. Ça paraît tout con, mais c'est la première chose à faire. Donc pour programmer, alors chacun a ses compétences pour démarrer. Certains ont déjà programmé dans d'autres langages, ont déjà quelques connaissances de base, etc. D'autres aucune. Ce qu'il vous faut pour programmer, c'est ce qu'on appelle un éditeur de texte. Vous allez devoir écrire du code. Donc ça, vous pouvez le faire avec à peu près n'importe quoi. Votre notepad, je tape sur Windows ici, notepad. Donc moi j'ai un notepad++, mais vous avez le notepad Windows de base qui est très austère, mais vous pourriez écrire du code Python dessus. Et il vous faut bien sûr Python. Donc Python c'est un installateur qu'on doit télécharger et qu'on va installer sur l'ordinateur. Donc vous tapez simplement Python download et vous allez trouver directement. Alors oui, je vais avoir l'habitude de souvent taper en anglais pour les mots un peu simples. Hein. Après, normalement, vous ne devrez pas avoir de problème avec les quelques mots d'anglais. Alors, download Python, vous téléchargez le premier qui vous arrive. Hop, enregistrez le fichier. Et on est parti pour l'installer. Alors, pour l'installer, note petite importante, il faut penser à cocher le add Python 3.9 to path. Je reviendrai plus tard si vous voulez pour savoir, mais ça vous évitera certaines prises de tête plus tard. Donc voilà, on y va pour l'installation de Python, donc tout simple. Alors en attendant que ça installe, pour l'éditeur de texte, donc j'ai parlé qu'on pouvait faire sur Notepad. Cependant, il existe aujourd'hui des éditeurs de texte un peu plus intéressants, un peu plus poussés. Et un que j'utilise moi, donc il y en a plein, on pourrait en discuter pendant des heures, de savoir quel est le mieux, les comparer et tout. Moi je vous donne celui que j'utilise et que j'aime bien, qui s'appelle PyCharm. Un nom très très charmant, qui va vous permettre de pouvoir simplifier le développement parce qu'il va vous aider en vous montrant les erreurs, en vous faisant de la coloration, etc. Ça marche plutôt bien et c'est gratuit. Donc il y a deux versions professionnelles, donc comme son nom l'indique pour les professionnels, c'est payant. Et la community, vous pouvez le faire pour vous entraîner, pour faire ce que vous voulez, développer. On l'utilise même dans les sociétés. C'est la version avec un peu moins de choses, mais je pense pas que vous en auriez besoin. Voilà, et donc celui-ci, on l'installe aussi. Voilà, l'installation de Python est faite et on démarre l'installation de PyCharm. Alors moi je crée un desktop launcher, add launcher directory to the path, j'ai l'habitude de les mettre dans le path. Créer des associations, c'est beaucoup, il ouvre les fichiers .px, .py qui sont les fichiers Python automatiquement. Voilà. Et on y va. Donc pour l'instant c'est la partie facile. Le seul petit détail c'est les caches à cocher, mais bon ça devrait pas trop être compliqué. Voilà, on y va. Donc après, la partie suivante, on va commencer, je vais ouvrir l'éditeur, et ça va être essayer de vous montrer comment lancer un programme Python. Donc un programme très simple, et ce qu'on utilise souvent en informatique, c'est ce qu'on appelle le print Hello World. C'est-à-dire il faut écrire dans le langage comment on fait pour écrire un Hello World pour que votre ordinateur affiche de lui-même le Hello World. Si vous arrivez à faire ça, ça vous permet d'avoir un code très court, qui est minimaliste, mais qui permet de pouvoir fonctionner et voir que tout est installé correctement, etc. Alors on y va. PyCharm Community Edition.
Oh, il va être tout joli, je sens lui. Bon, la musique est à changer. Hop, voilà. Alors... Ah, donc moi il m'a gardé les anciens projets, je vais faire un nouveau projet. Normalement, vous, il vous arrive sur une page où il va vous proposer ce que vous voulez faire, etc. Donc l'idée va être de créer un nouveau projet. Donc là, je vais faire par exemple stream, voilà, un petit projet stream. Et le but, donc, sur ce qu'il vous propose ici, faudra me dire si c'est un peu différent comme vous le faites ou pas. J'essaie de refaire tout à zéro. Euh, mais il m'a gardé mes projets. Je voulais pas non plus tout supprimer parce que j'ai tous mes favoris, mes raccourcis, plein de choses où c'est vraiment très long à mettre en place. Donc ça, j'ai pas supprimé. Donc il faut mieux utiliser ce qu'on appelle un interpréteur. L'interpréteur, c'est donc le logiciel Python que vous avez installé qui traduit l'anglais, donc ce que vous écrivez sur votre ordi, en langage pour la machine. Donc il faut trouver l'interpréteur et c'est là où Python a été installé. Donc vous avez système interpréteur et normalement il vous le trouve tout seul. Donc le système interpréteur, donc c'est l'interpréteur système, c'est celui que vous avez installé tout à l'heure en installant Python. Moi, il me l'a mis dans mon répertoire et il me l'a trouvé tout seul. S'il ne le trouve pas, sinon vous pouvez aller le chercher, etc. Mais normalement, il le trouve tout seul. Ok. Donc là, je vois bien interpréteur Python 3.9. Voilà. Et j'y vais. Voilà. Donc maintenant, j'ai un tout nouveau projet, tout frais, tout neuf. Euh, Comme normalement vous devriez l'avoir quand vous l'avancez. Donc ce que je vois, c'est qu'il a aussi créé de base un premier, comme on va dire, Hello World pour pouvoir commencer à tester. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer parce que je vais vous l'expliquer en direct. Donc quand vous arrivez ici, vous avez votre projet. Donc moi j'ai nommé stream. Et vous avez dedans un fichier, main.py. Main, ça veut dire en anglais principal, c'est généralement le nom qu'on donne au fichier, au premier fichier que l'on crée. Ce nom peut être quelconque en Python. C'est resté un peu historique parce que dans de plus vieux langages, qui sont encore certes utilisés aujourd'hui, mais qui datent un peu, c'était obligatoire d'afficher son fichier main. C'est resté un peu dans les habitudes, etc. On l'a gardé. Voilà. Donc là, ici, vous avez votre fichier et qui apparaît donc sur cet écran-là. Et c'est sur cet écran-là que vous allez pouvoir commencer à taper du code. Donc vous voyez, si j'écris un peu tout et n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon éditeur, il me dit hey, écoute, je te souligne ça en rouge parce que ce que tu m'écris, ça veut absolument rien dire. Donc ça, c'est pas mal. C'est pour ça que je dis par rapport à Notepad, c'est intéressant. C'est vous avez absolument rien à faire. Il vous dit tout où sont vos erreurs, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc première chose, quand on veut écrire un code Python, on va y aller. Donc je vais essayer rapidement de vous faire écrire un code minimaliste en étant assez rapide dans les explications et puis j'irai plus en détail après, il n'y a pas de souci. Mais oui, t'es belle toi. Donc première chose, il va falloir écrire la fonction d'affichage. En Python, la fonction d'affichage est une fonction qu'on appelle print. Print en anglais pour afficher. Oups, en majuscule. Print. Donc cette petite fonction prend en paramètre ce qu'on va lui donner, le texte qu'on veut afficher. Ok? Donc un texte en Python, c'est du texte écrit, donc n'importe quoi. Voilà. Mais écrit entre guillemets. Donc je dois mettre au départ un guillemet et à la fin un guillemet. Voilà. Alors quand je dis guillemets, il ne faut pas penser aux guillemets français avec les ouvrants et les fermants. On est sur un langage international qui est écrit en anglais principalement, donc il n'y a pas les caractères spéciaux français. Donc on reste sur les guillemets anglais. Voilà. Alors si, excusez-moi si ça a un autre nom dactylographique plus précis, je ne le connais pas, je les appelle les guillemets. Voilà. Donc ici, ce qui est pas mal, ce que vous voyez, encore une fois, puis charme la coloration syntaxique, il me met en violet ici le nom de la fonction, donc il reconnaît que c'est une fonction, et en vert le texte. Voilà. Donc ici, vous avez, on va dire, un premier code. Disons que c'est la première fois que vous essayez Python, vous n'avez rien vu de plus, vous avez vu la fonction print, vous avez compris ça, vous voulez le lancer maintenant, vous voulez lancer ce programme.
Rien n'empêche, j'ai pas dit qu'il est bon, j'ai pas dit qu'il est mauvais, mais rien n'empêche, en tout cas pour vous, de pouvoir le lancer et de regarder et dire ah tiens, je vais essayer de le lancer et voir ce que ça donne. Et bien qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire un run. Donc ici vous avez différents onglets, dont un qui s'appelle run, et vous allez avoir run. Alors moi, je vais après utiliser les raccourcis, parce que c'est un peu plus rapide qu'à chaque fois cliquer la souris en haut, etc. Donc à chaque fois les clics gauche, run, run, main, etc. Je vais faire le raccourci pour aller plus vite, parce que c'est quelque chose qu'on va faire souvent. C'est pas grave si vous oubliez et que vous allez revoir, de toute façon les raccourcis sont réécrits un peu au-dessus ici. Alors donc, si je fais run main, je vais avoir ici le programme qui se lance. Donc ici, c'est l'appel à Python. Donc un programme normalement se lance ce qu'on appelle en ligne de commande. Donc l'ordinateur appelle une commande qui est la commande Python et lui donne en paramètre le fichier que vous voulez exécuter, que vous voulez lancer. Donc c'est pour ça qu'ici vous voyez, il va d'abord chercher mon Python et lui donner en paramètre mon fichier main. Il lui donne ça et le programme Python répond. Voilà. Donc, notre programme a fonctionné. Nous avons un programme minimaliste qui nous permet d'écrire quelque chose grâce à notre ordinateur. Voilà, vous savez maintenant programmer en Python. Bravo, c'est fini, fin de la vidéo, merci, au revoir. Non, plus sérieusement, je vous ai dit que je vous faisais un Hello World, parce que c'est sur quoi on commence, alors on va changer, je change le texte, je mets Hello World, hop là. Donc, les caractères spéciaux anglais, donc ceux de base comme le point d'exclamation, le point virgule et tout ça, sont des caractères qui peuvent être mis dans le texte sans problème. Les espaces évidemment aussi. Par contre, ça devient plus compliqué si vous voulez faire des textes français. En général, on évite. Alors, Python le gère en général bien, cependant normalement il faut prendre des précautions, etc. Vous pouvez avoir des problèmes en fonction des versions que vous avez, etc. Alors je vous conseille dans un premier temps d'éviter les trucs comme les accents aigus. Alors voyons d'ailleurs si moi ça marche. Ça marche. Bon, mon accent aigu marche chez moi. Je ne peux pas le garantir, ça va marcher chez tous. C'est des bonnes pratiques en général d'éviter de mettre des accents ou des caractères qui sont spéciaux à la langue française ou à quelque autre langue d'ailleurs, encore pire pour si vous voulez écrire en chinois ou autre. En général, le code s'écrit en anglais parce que c'est plus facile à échanger dans toutes les langues si vous avez un problème et c'est gardé, c'est un peu resté dans les mœurs. Et surtout, certains programmes et plus vieux langages n'acceptent pas les caractères du tout comme ça. Voilà, donc c'est déjà pas mal, vous avez déjà toutes les clés en main pour commencer à écrire un programme et voir qu'il fonctionne. Ok, bien, maintenant on vous a dit un jeu vidéo. Alors, bon, il fallait tendre une carotte. Alors, on pourrait commencer par un petit jeu vidéo très simple qui s'appelle le plus ou moins. Plus ou moins, vous connaissez? Non? Oui, peut-être. L'idée, c'est simple, c'est que l'ordinateur va penser à un chiffre, vous allez devoir essayer de le deviner, et il doit vous dire si c'est plus ou moins. Faites gaffe, parce que si vous n'avez jamais programmé, ça peut très vite surprendre. Effectivement, ça peut paraître simple par rapport à un jeu vidéo que vous avez pu jouer, Assassin's Creed ou autre, League of Legends pour en citer qu'un. Ça peut paraître très simple, mais déjà, ça va vous prendre beaucoup de temps de réflexion. Alors, le jeu plus ou moins, c'est quoi? C'est vous allez donner un chiffre, l'ordinateur va choisir un chiffre, aléatoirement, entre par exemple 0 et 100, tiens, on va dire, et vous devez essayer de le trouver. Donc par exemple, je dis 60, si son nombre qu'il lui avait choisi était 55, et ben il va vous dire moins. Alors vous dites 30, il va vous dire plus, etc. ainsi de suite, jusqu'à que vous trouviez 55, et il vous dit bravo, vous avez gagné le jeu vidéo du siècle. Voilà. Donc on commence. Première chose, il faut essayer de découper comment on va faire les différents éléments, etc. Donc il faut essayer de réfléchir à comment on va mettre tout ça en place. C'est-à-dire, ok, quelles sont les différentes parties à faire, quels sont les différents éléments, quels sont les différents niveaux, etc. Enfin, c'est réfléchir pour vous quelles sont les différentes étapes du programme. Donc la première étape, si on doit deviner un chiffre choisi par l'ordinateur, premier c'est choisir le chiffre par l'ordinateur. Alors quand j'écris mes étapes, ce qui est une bonne habitude, c'est de mettre un commentaire. Un commentaire, c'est un texte que le programme va ignorer quand il va vouloir lancer le programme. Donc vous allez écrire par exemple, ici je suis en train de faire le choix de l'ordinateur du mot aléatoire. Très bien, mais le problème c'est que si vous l'écrivez comme ça, je choisis le mot aléatoire, bah, le programme il va vous dire
Je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est choisi, je sais pas ce que c'est qu'un espace, je suis perdu. Ok, très bien. Donc vous pouvez, en Python, faire des commentaires et dire, ok, ce texte-là, c'est juste pour moi, en tant qu'informaticien, et le programme, lui, il doit pas le voir. Et là, on met un hashtag, un dièse, ça dépend de l'âge que vous avez, un astérisque, je sais pas comment vous appelez. Non, c'est pas un astérisque, ça. Donc voilà, c'est enfin, tout le joli nom que vous voulez, et qui permet de mettre ce texte en mode ignoré par le programme. Donc vous voyez, encore une fois, j'ai une coloration syntaxique qui se met en place. Et encore mieux, il me dit, ah, je connais pas ce mot aléatoire, parce que normalement on est censé écrire en anglais, donc lui il vous dit, ah bah dans mon dictionnaire anglais, je l'ai pas. Bon, il est possible avec PyCharm, évidemment, d'installer un dictionnaire français, etc. Bon, voilà. Donc ça c'est pas mal, la première chose c'est de dire, ben voilà, je vais mettre dans mon étape 1, choisir le mot aléatoire. Ensuite, très bien, vous avez choisi le mot aléatoire, mais maintenant, quelle est l'étape 2? Bah, l'étape 2, ça va être moi, en tant qu'utilisateur du jeu, en tant que joueur, je vais proposer un chiffre. Bon, ben, donc, étape 2, proposition de chiffre. Alors, on peut continuer, donc étape 3, allez, à vous d'essayer de trouver. Une fois que l'ordi a choisi le mot aléatoire, maintenant vous proposez un mot, qu'est-ce que doit être fait par l'ordinateur? Je vous laisse 30 secondes, moi ça me prend le temps de boire un petit verre d'eau. Alors, étape 3, l'ordinateur va devoir comparer votre mot, votre numéro, pardon, votre chiffre, avec le nombre que lui a choisi. Comparer le chiffre de l'utilisateur avec le chiffre de l'ordinateur. Alors vous m'excuserez, je vais mélanger chiffre et nombre. Je sais, chiffre c'est un seul digit, nombre c'est plusieurs digits. Pour moi, je n'accorde pas trop d'importance dans ce cas-là. Si pour vous c'est important, je m'excuse. Voilà, donc maintenant on compare. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, étape 4. Oui, je sais, bon, mais enfin, je m'en suis rendu compte en cours de temps et j'ai dit, bon, bah tant pis, c'est pas grave, on fait des mélanges, on fait des mix. Donc, l'étape 4, ce petit jeu, ce serait dire, ok, on a comparé, mais c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat de la comparaison? Bon, bah si l'utilisateur a trouvé le mot, l'étape facile, on va faire une action. Il a trouvé, génial, on va lui faire une action spécifique. Si il n'a pas trouvé, on doit lui redemander un mot. Mais on doit avant tout lui donner si c'est plus ou moins. Donc là, il y a plusieurs solutions possibles. Donc c'est pour ça que là, sur les étapes, ça va faire des étapes, par exemple 4.1, 4.2, et que je vais essayer d'énumérer petit à petit, mais en sous-étapes. Donc, pour essayer de dire, ok, j'ai ce cas-là, et puis après, j'ai d'autres branches possibles. Donc étape 4, c'est... je me suis même perdu. Après avoir comparé le chiffre, donc le nombre, pardon, de l'utilisateur, l'étape suivante, c'est de regarder, lui vérifier si le nombre est bon ou pas. Alors ça c'est fait avec comparer le chiffre. Mais je vais y arriver. C'est si le nombre est bon. Et bon. Féliciter l'utilisateur. Donc je vais le faire en 4.1. Féliciter l'utilisateur. Bravo, donc il a trouvé, ça c'est impeccable, c'est génial. Maintenant, l'autre étape, l'autre possibilité, c'est pas qu'il le trouve, mais on a vu, c'est plus. Si c'est plus, lui dire. Ah, et l'autre possibilité, ce serait étape 4.3. Si c'est moins, lui dire. Donc là, quand je fais 4.1, 4.2, 4.3, excusez-moi, l'idée c'est pas de dire c'est les choses qu'on va faire à la suite, c'est plutôt là de dire c'est soit l'un,
soit l'autre, soit le troisième. J'ai mal commencé ma phrase. Donc maintenant, on lui a dit, ok, mais si c'est plus ou moins, bah, il faut lui redemander. Il faut lui redemander un chiffre. Et lui, il va redire, et on repart. Donc là, on va faire un retour en arrière, c'est-à-dire que on va revenir à une étape précédente. Donc on va pouvoir faire, et ben dire étape 5, c'est si pas trouvé, alors retour, étape 2. Voilà, donc ici en faisant ça, on a un peu toute la logique de notre programme. Donc c'est ce que je vous conseille de faire de manière générale, c'est d'essayer, avant de commencer un programme, d'essayer de voir les grandes lignes et de dire ok, voilà les différentes étapes que je vais faire. Ça paraît un peu vieux jeu, ça paraît un peu couillon. C'est souvent on vous dira, bah, il faut prendre un papier crayon, vous allez dire ouais, il est un peu vieux, on a des ordi et tout. Mais en fait, d'écrire ça, c'est le travail de programmation en fait le plus important parce que vous avez envie d'écrire des lignes de code, etc. Mais ce qui va faire que la programmation va marcher, que vous allez y prendre du plaisir, c'est pas écrire bêtement des lignes de code et être ah ouais, t'as vu, je sais écrire une fonction print ou quoi. C'est plutôt de se dire ok, comment je vais pouvoir construire ce programme-là? Comment je vais pouvoir l'architecturer? Comment je vais pouvoir le penser? Et c'est là que vous allez vous dire putain, j'ai pensé à ça, je suis trop fort et tout ça, c'était trop bien, je suis trop doué, vas-y, ma vie est trop géniale. Voilà. Donc je pense que ça va être un peu la première chose à comprendre. L'informatique, le plaisir qu'on a à programmer, c'est réfléchir aux problématiques, réfléchir aux problèmes, les mettre sur papier ou comme moi, l'écrire directement sur l'ordinateur et de se dire ok, comment je vais construire mon tout. Ça, c'est la première chose importante à retenir. L'informatique, c'est pas juste écrire du code. Le code va être là pour vous aider. Il faut des notions techniques de code très poussées. Mais ce qui va faire qu'un code va marcher, ce qui va faire que vous allez vous éclater, c'est parce que vous allez avoir réfléchi par vous-même à trouver une solution, etc. Bon, sur ce débat très philosophique, euh, on va pouvoir passer maintenant à coder. Eh ben, je vais faire très simple, je vais aller étape par étape. Je vais prendre la première étape, remplir, puis la deuxième, et ainsi de suite. Alors, aussi, petit point avant de commencer, je vais faire étape par étape, mais je sais pas pourquoi à chaque fois je me tourne dans un sens puis dans l'autre. J'ai toujours pas compris. L'idée va être de faire un code que je puisse lancer, exécuter pour pouvoir tester et vérifier. Voilà. Ah, j'ai compris pourquoi je regardais à côté maintenant. Alors, avant tout, étape 1, choisir le mot aléatoire. Donc choisir un mot aléatoire, c'est d'abord stocker sur l'ordinateur, dans une variable, une certaine valeur. Alors une variable en informatique, hein, c'est tout con, c'est juste une zone mémoire où derrière vous mettez la valeur que vous voulez et que l'ordinateur va garder, et à laquelle vous pouvez lui donner un petit ou non. Donc, par exemple, je vais dire, ben voilà, j'ai appelé une variable mot aléatoire. Donc je dis mot, en fait c'est pas mot à chaque fois, c'est nombre. Je vais changer ça ici. Donc nombre aléatoire, et je vais lui donner une valeur. Alors, dans un premier temps, je vais pas le mettre aléatoire, comme ça, on va simplifier. Et je vais juste mettre, ok, nombre aléatoire égale 10. C'est super, je lance mon programme. Alors, petit détail, hein, vous le voyez, j'ai mis un underscore, parce qu'on ne peut pas, pour les noms de variables, et le texte qu'on écrit, donc le code en lui-même, on ne peut pas mettre d'espace. À part dans les exceptions, justement, qu'on mettait des guillemets pour dire ah, c'est du texte que je mets. Ici, on ne peut pas parce que lui, si on met un espace, il intègre comme s'il y avait deux choses différentes. Donc là, on veut un seul nombre de variable, mais pour qu'il soit lisible, ben, je mets un underscore. Nombre aléatoire égale 10. Je lance mon programme. Voilà, il m'affiche le hello world, il m'en va pas balader, donc le programme fonctionne. Il a enregistré probablement 10 de nombre aléatoire. Bon, c'est bien tout ça, mais on voudrait le vérifier quand même. Alors, pour le vérifier, ça va être très simple. On va pouvoir l'afficher, de dire ok, bah, ce nombre-là, moi je l'affiche. Comment on peut afficher? Alors en Python, il y a une petite fonction qui s'appelle format. Elle est un petit peu compliquée à utiliser et à présenter, mais comme elle est très utile au début pour comprendre comment le programme fonctionne et pour afficher, je vais vous montrer son utilisation sans rentrer dans le détail complet et technique de comment elle fonctionne. Son utilisation, donc, c'est dans le texte que vous voulez mettre, donc ici par exemple Hello World,
si vous voulez mettre à côté la valeur de la variable, vous devez mettre une double accolade. À la fin du guillemet, mettre point format, donc pour formater, et entre parenthèses, la variable que vous voulez afficher. Et donc là, si j'affiche, je vais avoir hello world 10. Ma variable nombre aléatoire, c'est mis là-dedans. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que ça va prendre tout ce texte-là et ça va le formater. Donc il va chercher toutes les explications de format qu'il y a dedans et le accolade et une manière de lui dire ah ça c'est un format spécial que tu dois formater et que je veux que tu remplaces par nombre aléatoire. Voilà. Donc là vous avez pu faire un programme où vous enregistrez une certaine valeur et vous pouvez l'afficher. C'est déjà pas mal. Donc ok, donc on reviendra sur l'aléatoire plus tard. Pour l'instant on n'a pas fait l'aléatoire, mais c'est un bon commencement, il a choisi, et voilà. Alors ensuite, proposition d'un chiffre. Donc là il faut pouvoir récupérer de l'utilisateur un chiffre. Ça il va falloir pouvoir demander à l'utilisateur, dire hey, s'il te plaît, moi je voudrais je voudrais donner une valeur et je voudrais que tu l'enregistres. Donc pour ça, une manière de faire, c'est la fonction input. Donc, vous allez demander à l'ordinateur, s'il te plaît, demande-moi le numéro et je vais te le donner. Donc cette valeur que vous allez récupérer, vous allez pouvoir derrière la stocker dans une variable. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, ici, je vais créer la fonction input. Elle prend en paramètre un texte, le texte qu'on va vouloir afficher lors de la demande. Dire, hey, coucou, voilà, le numéro, s'il te plaît. Voilà, STP parce que ouais, on est Giant et tout, c'est trop bien. Voilà, donc maintenant, imaginons, je lance ce programme. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va me dire le numéro, s'il te plaît. Donc là, vous voyez, je peux me mettre ici et taper le numéro et faire entrer. Et le programme s'arrête. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis input, donc là, on met une pause dans le programme pour dire ah attention, input, ça veut dire qu'on va prendre en entrée, input pour entrer, on va prendre en entrée une donnée qui va être fournie par l'utilisateur. Voilà, donc cette donnée-là, maintenant, l'intérêt, c'est de pouvoir la récupérer. Donc là, j'ai juste mis input et on ne sait pas où est stockée cette information. Pour pouvoir la stocker, il va falloir créer une variable. Donc on va dire, par exemple, nombre utilisateur égale, et ben, l'input. Le input va se transformer en une valeur, la valeur qui va être donnée par l'utilisateur, et le stocker dans nombre utilisateur. Ensuite, ici, si vous regardez, c'est pas très joli quand j'ai écrit le numéro, s'il te plaît, il s'est collé directement le 10 dessus. Pourquoi? Parce que le programme, lui, il est bête et méchant. Il affiche, on lui a dit, ok, il faut que tu affiches le numéro, s'il te plaît. J'affiche le numéro, s'il te plaît. Bon, maintenant, tu demandes à l'utilisateur, et coucou, donne-moi un chiffre. Bah, de suite, là où je suis, comme ça, donne-moi le numéro. Donc il faut essayer de rendre, on va essayer de rendre le truc un tout petit peu plus joli, et de faire, ok, un 2 points, un espace, et comme ça, quand maintenant je vais relancer, pouf, on va se mettre ici. Et quand je vais mettre mon numéro 25, ben là, d'un seul coup, j'ai un petit 2 points, un espace, ça se présente un peu mieux. Voilà. Donc maintenant, si on veut vérifier, on peut refaire un petit print dessous. Donc là, je copie-colle le même code, et je dis OK. Ici, je vais faire nombre utilisateur, j'écris comme ça, 2 points, et je vais mettre ici nombre utilisateur. Voilà, donc ici va être stocké dans nombre utilisateur ça, le nombre que je vais lui donner, et je vais l'afficher. Comme ça, je vais vérifier que je l'ai donné et je le vois directement. Donc là, je lui dis OK, moi je donne 30 aujourd'hui, et là il me dit nombre utilisateur 30. Bah impeccable, c'est parfait, il a stocké le numéro, il me l'affiche et me dit tout est bon, c'est génial Ludo, tu peux continuer sur la suite. Ok, bah je suis content. Bon maintenant, c'est bien, on a le nombre de l'ordinateur et notre nombre. Bon maintenant, il faut le comparer. Alors pour comparer, c'est très simple,
c'est comme en maths, vous avez supérieur et inférieur. Et bien en informatique, on va faire supérieur et inférieur. Donc par exemple, pour comparer 10, est-ce qu'il est supérieur à 20? Et bien vous allez écrire supérieur. Sauf que là, on ne veut pas comparer 10 et 20, parce que là, vous connaissez déjà la réponse, mais on veut comparer deux variables. Ben, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez dire, ah ben là, mon nombre aléatoire, je le mets là, et je vais comparer si mon nombre aléatoire est supérieur au nombre de l'utilisateur. Voilà, donc là, on fait une comparaison. Sauf que là, cette comparaison, elle est dans le vide. Elle fait rien. Si je peux lancer le programme, hop, je vais écrire 30, et derrière, il me dit, ah, il y a une erreur, voilà, je sais pas trop quoi faire avec ça. Parce qu'on fait une comparaison, mais elle est juste mise dans le vide, ça fait rien. En informatique et en Python, on utilise ce qu'on appelle des conditions. C'est-à-dire, si c'est ça, alors je fais ça. Une condition, comment ça s'écrit? C'est très simple. Si, en anglais c'est if, j'écris if avant, et je termine par un deux points. Voilà, j'ai écrit une condition. Si, nombre aléatoire, supérieur nombre d'utilisateurs, et bien par exemple, je vais faire un petit affichage, un truc tout simple, là, allez, je vais les réécrire. Print. Là c'est nombre aléatoire supérieur au nombre d'utilisateurs, donc je vais dire le nombre est plus grand. Voilà, donc là, on a commencé à faire l'étape déjà 4.2. Si c'est plus, lui dire. Donc on a fait les deux, on a comparé, donc ça c'est l'étape 3, et on fait l'étape 4.2, c'est si c'est plus, lui dire. Ok, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite erreur, non. Donc on a comparé les deux. Alors, petite note en Python, lorsqu'on crée une condition, on doit décaler ici le texte. De combien, vous allez me dire? Une tabulation. La tabulation étant une valeur à définir. En fonction de ce que vous aimez, PyCharm en met un automatiquement, vous pourrez définir et tout ça. Si vous regardez, vous voyez que c'est pas une vraie tabulation de 3, 4, ce sont 4 espaces. Moi j'ai fait que ce soit 4 espaces. Voilà. Ça pourrait être 2, c'est programmable, etc. Enfin, vous pouvez tout le faire. Donc moi, PyCharm, quand j'ai fait entrer, vous voyez, il a décalé automatiquement. Mais si vous ne le fait pas, vous êtes là, et vous appuyez une fois sur la touche tabulation, clac, il vous met directement où il faut, et il vous remplace la tabulation par les espaces. Voilà. Donc ici, on va avoir, si le nombre aléatoire est plus grand que le nombre d'utilisateurs, on avertit l'utilisateur. Je lance le programme. Le numéro, je lui donne 30. Donc là, dans notre cas, le nombre aléatoire sera plus grand que le nombre... Non, donc il faut que je revoie mes mathématiques. Je donne 5. Là, oh, pas possible. Alors, on va... Petite erreur d'inattention. Je dirais que c'est volontaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons stocké un chiffre. Un nombre, pardon, excusez-moi. Un nombre aléatoire. Quand on a récupéré le input ici, le numéro s'il te plaît, qu'est-ce qu'il renvoie? En fait, nous, on tape un chiffre, on pense que c'est un chiffre, on a tapé sur le clavier numérique, exactement, c'est ça. On a tapé sur le clavier numérique, on se dit, ah oui, c'est un chiffre que j'en ai. Ah non, non, c'est pas un chiffre, c'est du texte. Et l'ordi Python considère que si on lui donne du texte en entrée, 5, c'est un texte. Et donc lui, il comprend, ah ok, si je tape dans le vide ici, en fait, je vais lui donner ça. À la place d'input, ici, on a ceci. Et donc lui, il compare derrière, il dit, ah ouais, est-ce que 10 est plus grand que du texte? Et il te regarde et il te dit, voilà, type error, donc une erreur de type. Il y en a un qui est un int, donc integer, qui veut dire entier en anglais, et un qui est str, qui veut dire string, qui est chaîne de caractères en anglais. Et lui, il te dit, ça, je sais pas comparer, c'est comme comparer des bananes et du chocolat, je sais pas comment dire qui c'est qu'il y en a le plus. Sur quoi je me base, sur la taille, sur le poids, etc. Donc il sait pas. Donc pour ça, il va falloir faire une conversion. C'est lui dire, ah, ok, je t'ai donné, t'as reçu du texte, mais en fait, t'as pas compris, c'est pas du texte, c'est un entier. Et c'est très simple, ici, il vous dit int, vous avez juste à marquer, appeler une fonction qui va traduire votre input en entier, en int. Donc je tape comme ça. Donc là, si je décortique, l'input ici,
lui, va vous donner un texte, et le int ici va le traduire en entier. Et si je lance maintenant mon programme, je dis OK, c'est 5. Voilà, le nombre est plus grand. Et le programme se termine. Donc là, ça a marché. Donc là, c'est une petite mécanique à comprendre qui est pas simple au départ. C'est de se dire que l'ordinateur est assez bête. Il y a des types. Lui, il travaille avec des entiers souvent, ou avec des chaînes de caractères. Le problème, c'est que nous, souvent, pour nous, c'est la même chose. On écrit un 5 et on se dit, tiens, on lui a donné un 5. Ben non, si c'est une entrée tapée au clavier, pour lui, à partir du moment où c'est tapé au clavier de manière externe, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Donc on a fait ici le nombre est plus grand, mais si le nombre est plus petit, ça va pas marcher, le programme va s'arrêter. Donc il faut juste refaire exactement la même chose, mais en faisant l'inverse. Si mon nombre aléatoire est plus petit que le nombre d'utilisateurs, on switch simplement le symbole dans l'autre sens, et au lieu de dire qu'il est plus grand, on va dire qu'il est plus petit. Et ouais, c'est génial, c'est trop fort, ça marche. Je peux le lancer, je vais en lui dire un plus petit, hop, et voilà, le nombre est plus petit. C'est bien, on a trouvé, on lui a dit, on a fait ça. Maintenant, l'étape suivante, s'il trouve le nombre, si par miracle, pouf, du premier coup, là, il est là, ouais, je suis trop fort, moi, je sais à quoi tu penses. C'est pas moi qui l'ai écrit ce chiffre, mais c'est moi qui l'ai écrit là directement dans le texte, mais je sais à quoi tu penses quand même. Ok, il faut faire cette fois la même chose, mais en faisant une comparaison d'égalité. Alors, il est attention, en informatique, on différencie l'égalité et ce qu'on appelle l'assignation. Le symbole égal est utilisé à l'assignation. C'est-à-dire que quand vous voulez mettre une valeur dans une variable, on utilise le symbole égal. Ça, c'est ce qu'on appelle l'assignation. Maintenant, si vous voulez avoir une comparaison d'égalité, il faut utiliser le symbole double égal. Donc ça, c'est pas très intuitif, il faut le savoir. Tous les langages utilisent la même chose. Il existe certains langages qui utilisent 3 égales, pour d'autres raisons. Le Python, je crois que c'est possible aussi d'ailleurs, mais je n'utilise pour ainsi dire jamais. Mais il est important de retenir, le double égal permet de comparer deux valeurs. C'est une erreur qui est faite tout le temps par les débutants, tout le temps. On n'écrit qu'un égal pour faire une comparaison. Non, pour une comparaison, c'est un double égal. Et donc dans ce cas-là, si c'est égal, on dit le nombre est juste. Et juste parce qu'il est trop fort, on va faire un petit félicitations. Et j'ai la flemme de mettre des accents. Voilà, et donc là je lance le programme, toujours je peux vérifier, je mets 10. Le nombre est juste, félicitations. Bravo, bravo. Et voilà, vous avez créé un programme. Et là vous allez me regarder et me dire, attends, il y a l'étape 5 que t'as oublié, Ludo. Oui, il y a l'étape 5. Alors vous allez me laisser, le temps que vous réfléchissiez 2 minutes à comment on peut faire l'étape 5, ça m'étonnerait que vous trouviez, mais c'est juste pour vous faire réfléchir, je vais chercher un peu d'eau. Et toi tu bouges pas, Minette. Mais oui, ma Minette. Allez, viens là, toi. Moi, je vous présente mon chat, tant que vous y êtes, qui aime bien montrer ses petites fesses, encore une fois. Voilà, elle s'installe là, et puis derrière, je peux plus bouger. Donc j'en ai profité qu'elle n'y était pas sur moi pour aller me chercher de l'eau. Ah, ma Minette, mais oui, t'es la plus belle. Tu veux leur expliquer comment on fait de la programmation? Tu veux leur expliquer? Mais oui, c'est toi la plus douée. Allez, vas-y, c'est toi qui écris à partir de maintenant. Alors, l'étape 5. Comment on peut faire un retour de programme? Eh bien, je vais vous dire, ce n'est pas possible. Faire un retour de programme, c'est-à-dire dire, là, à partir de là, tu reviens en arrière, tu viens ici, c'est pas possible. Et vous allez me dire, alors qu'est-ce que tu nous dis là? Si on veut pas faire un retour, comment on fait? Il y a une autre chose qu'on appelle une boucle. Une boucle, c'est-à-dire qu'on fait une partie de programme tant qu'une condition est vraie. Donc c'est pas exactement la même chose. Il y en a un, c'est dire je fais un retour programme, je vais pouf ici. Il y en a un autre, on va avoir une boucle qui va tourner et qui va à chaque fois vérifier est-ce que je suis dans cette condition, est-ce que je suis dans cette condition, est-ce que je suis dans cette condition. Et tant qu'on y est, on reste dans la boucle ou on en sort. Voilà. Alors ça, c'est une boucle qu'on appelle une boucle while. Tant que. Par exemple, ici je vais faire while
1 par exemple. Hop. Et là par contre quand j'écris une boucle, vous voyez que quand j'ai tapé sur entrée, il m'a mis une tabulation. Il faut que tout ce qui va être dessous et dedans cette boucle soit aussi décalé avec la tabulation. Donc je prends tout et je décale. Une fois de trop. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si je lance ça, while, et ici c'est la condition. Un 1, c'est ce qu'on met pour dire c'est une condition infinie. Je vous déconseille de lancer de suite le programme. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ben c'est bien fait pour eux et de ne pas attendre. Mais ce sont en fait ceux qui expérimentent après qui comprennent leur malheur. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. Voilà. Le while 1, c'est une boucle infinie, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtera jamais. Ça peut avoir quelques conséquences sur le fait que votre programme, lui, va jamais s'arrêter. Et si vous savez pas comment l'arrêter, ben vous vous retrouvez comme un couillon, avec quelqu'un qui vous parle en vous disant qu'il sait comment l'arrêter, mais qui vous explique pas comment. Donc, pour la démonstration, je vais le lancer. Donc première chose, le programme, il arrive à ici, input, il s'arrête, nombre d'utilisateurs. Ok, je mets le nombre d'utilisateurs 10. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche à l'infini, et ben le nombre est juste félicitations. Donc pour arrêter, ici vous avez le stop. Petit programme, cliquez là, pouf, le programme s'arrête. Voilà, donc c'est tout con, c'est tout simple. Mais si ça vous arrive, n'ayez pas peur. Oh, le programme, qu'est-ce qu'il fait? Je suis perdu, c'est pas normal. Vous pouvez toujours l'arrêter. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné en boucle, c'est-à-dire qu'il a fait if nombre aléatoire supérieur, non, c'est pas ça. If nombre aléatoire inférieur, non, c'est pas ça. If nombre, et ah oui, c'est ça, j'affiche le nombre est juste. Une fois qu'il est arrivé à la fin, eh ben il repart au début de la boucle. Il dit while 1, il compare il vérifie la condition. Ah, la condition est vraie, 1 c'est toujours vrai. En informatique, 1 c'est vrai, 0 c'est faux. Donc, ah, ben c'est toujours vrai, bon, ben je revérifie. Ah, non, ah oui, j'affiche, ok, j'affiche. Hop, je reviens au début. Ah, non, j'affiche. Allez, on retourne. Et ça tourne à l'infini. Donc là, vous allez réussir à revenir un programme à un moment antérieur. Donc ça, c'est pas mal, mais vous avez dû le faire avec une condition. Donc avec ce qu'on appelle une boucle. Là, ici, une boucle while. Donc cette condition, maintenant, il va falloir qu'elle soit plus expressive, que ce soit pas 1, mais que ce soit une condition de réussite. Donc par exemple, je vais créer une variable qui va stocker 1 quand c'est vrai et 0 quand c'est faux. Et la condition, ça va être la condition de réussite. Donc je vais faire par exemple une variable qui s'appelle réussite. Voilà. Et donc je vais faire réussite égale par exemple 1. Donc tant que c'est vrai, je fais ma boucle. Sinon, je sors. Quand est-ce que c'est réussi? Donc je parle lentement, c'est plutôt pour que vous essayiez en même temps, pour vous, de réfléchir à ce que vous pouvez faire, comment le faire. Donc là, c'est un petit exercice intéressant. C'est, ok, réussite c'est 1. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre réussite ici. Donc tant que c'est en réussite, alors je tourne ça à l'infini. Et donc il faut que je mette réussite égale à 0 pour dire, ah, quand il reviendra ici, il mettra à 0, et ben hop, la boucle va s'arrêter et le programme va quitter. Dans quelles conditions je mets réussite égale à 0? Je mets à 0 quand l'utilisateur a trouvé. Effectivement, si l'utilisateur trouve, le programme il a gagné le jeu, on lui a dit félicitations, on passe à autre chose. Si par contre il n'a pas trouvé, eh ben on lui met plus grand ou plus petit. Alors, vous devez mettre ici, réussite, égale, donc là je mets bien un seul égal pour l'assignation, 0. Donc dans tous les autres cas, réussite reste à 1, donc la boucle ça va continuer à l'infini, et si c'est le cas, à 0. Alors j'attends toujours qu'il y en ait un au fond de la classe qui me dise il y a quand même un problème à ton truc là. Ah ouais, c'est que j'affiche ça. Là, si je lance, qu'est-ce qui se passe? Et que je dis pas. Si je dis un nombre juste, c'est parfait, je relance le programme. Je dis le nombre juste 10. Excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de me déchirer complètement la chemise à faire ses patounes sur moi. Hein? Est-ce que tu pourrais faire tes patounes ailleurs? Genre, par exemple, tu vois, sur ton joli petit drap violet tout mignon là. Voilà. C'est parce que t'écrivais au clavier et maintenant, comme elle écrit plus au clavier, elle a le réflexe de toujours appuyer comme ça, comme si elle écrivait au clavier. Bref, une vraie informaticienne. Donc je disais, si c'est met le nombre ici 10, parfait, il m'avait dire félicitations, et il a quitté la boucle. Et c'est génial.
Par contre, si je relance le programme, et que je dis, ah, le numéro, bah, c'est 11 par exemple, bah là, il m'a affiché tout le temps, ah bah, c'est plus petit, c'est plus petit, c'est plus petit, c'est plus petit, c'est plus petit. Bah oui, parce que c'est bien, on fait une boucle sur l'affichage, mais on fait pas une boucle pour lui redemander... Bah quoi? Lui redemander quoi? Ah bah le nom. Ah bah oui, le nombre. Faut lui redemander le nombre. Hey. Et donc c'est là où on a eu une petite erreur au démarrage, dans la logique, où quand on a dit l'étape 5, si pas trouvé, alors retour à l'étape 2. Ah ben non, en fait je l'avais bien écrit, c'est retour à l'étape 2 et pas l'étape 3. Je croyais que j'avais fait l'erreur volontairement, sans le vouloir, j'ai pas fait d'erreur. Donc si ceux qui l'avaient remarqué et qui s'est dit mais pourquoi il est à l'étape 3, il est con, bah voilà, effectivement c'était une erreur, c'était complètement con. Bon. Voilà. Donc il faut faire l'étape 2. Donc le while ici, avec sa petite variable, je vais décaler tout ça et le mettre à l'étape 2 pour dire ok. Mais à chaque fois, je vais redemander le nombre d'utilisateurs. Et donc pareil, ça. Bon, tu vas arrêter de me détruire complètement l'intestin avec tes griffes là. Je décale et je mets des petites tabulations pour dire ah ben je décale tout ça pour que ce soit dans le while. Et donc là, ici, on continue. Il va dire ah ben je demande à l'utilisateur, je compare, j'affiche le résultat. Si c'est réussi, je quitte, sinon je lui redemande le numéro. Bon, Minette, va falloir qu'on discute là. Il faut qu'on ait une conversion sérieuse. Tes envies de programmation, ce n'est plus possible. Tu as un clavier si tu veux. Je t'offrirai un clavier pour Noël, mais s'il te plaît, arrête de prendre mon vente pour un clavier. Alors, je relance le programme. Paf, le nombre s'il te plaît. Ben, je vais lui dire un nombre légèrement trop grand. Hop, 11. Ah, il me dit, voilà, le nombre c'est plus petit. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, il me redemande le chiffre. Ah ben, trop génial, je donne 9. Ah ben, il dit, ah ben, le numéro est plus grand s'il te plaît. Bon, ben, je donne 12. Voilà, il faudrait normalement faire un petit truc pour insulter l'utilisateur et lui dire t'es vraiment con, je viens de te dire que 11 c'est plus petit que 9 c'est plus grand. Il n'y a qu'une possibilité, tu vas pas me dire 12 derrière. Bon, ce serait un peu plus compliqué à programmer, donc on va s'arrêter là. Mais ça pourrait être pas mal quand tu as un utilisateur complètement con. Voilà, et sachez que des utilisateurs cons, il y en a. Donc le numéro est petit, et donc si je trouve le bon numéro, et ben là il me dit le nombre est juste, et le programme est quitté. Et vous pouvez enfin dire avec fierté que vous avez fait votre premier jeu vidéo. Et ouais, et vous allez pouvoir dire à toute votre famille, eh venez jouer, j'ai un jeu, il est trop bien. Ah ouais, il est trop bien. Sauf que vous avez oublié un petit détail là. Oh oh oh. On se calme les gens, on se calme. C'est bien tout ça, c'est cool et tout, mais c'est à chaque fois le même chiffre. Ah ben ouais. Faut essayer de le trouver, faut essayer de rendre aléatoire tout ça. Ah ce serait cool hein, ce serait plus cool quand même que ce soit aléatoire. Bon. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est, au lieu de mettre 10, c'est de faire l'aléatoire. Je l'ai gardé pour la fin, parce qu'il n'y en avait pas besoin pour commencer et lancer tout. Mais alors ça va devenir intéressant. Alors, ce que je vais essayer de vous apprendre maintenant ici, c'est pas simplement de retenir par cœur toutes les fonctions du monde et de se dire, ah, alors je veux rendre un numéro aléatoire. C'est quoi la fonction? Ah oui, je l'ai appris par cœur, c'est telle fonction. Il faut que vous appreniez à chercher l'information que vous avez besoin. Donc je vais vous montrer comment je cherche sur internet quand il y a un truc que je ne sais pas faire. Donc c'est tout con, ça paraît con dit comme ça, mais souvent on a l'impression de ah putain je dois retenir toutes ces fonctions, je l'ai vu il y a 3 mois, il y a 3 ans, je dois tout retenir. Non, moi je me rappelle pas de ce que j'ai fait la veille, c'est pas grave, on tape sur Google, Google is your friend, impeccable. Donc vous lancez votre petite page web et vous cherchez. Donc par contre en anglais c'est le mieux. Donc en anglais aléatoire c'est rand. Bon, mais même si je cherche en français, tiens, je cherche jamais, mais on va essayer. Aléatoire, nombre, Python. Tapez ça, et là il vous dit, ah, doc Python, ça part déjà bien, vous êtes sur une doc, et la doc officielle en plus du site python.org, génial. Générer des nombres pseudo-aléatoires. Vous cherchez un peu là, et vous allez trouver tout qui vous explique, voilà, comment trouver fonction pour les entiers. Renvoie un élément sélectionné aléatoirement à partir de range start stop step. Bon bah ça a l'air pas mal. C'est-à-dire que vous allez écrire ça, run range. Il va ici par exemple, vous allez donner en paramètre 3 valeurs, start, stop. Et step il est entre crochets pour dire qu'il n'est pas obligatoire. Parce que de base on considère que step c'est de 1 en 1. J'imagine, j'ai pas lu le détail, ça doit sûrement être donné. Voilà. Sinon, vous en avez plein d'autres aussi. Par exemple, la rand int renvoie un entier aléatoire n tel que a compris entre n et b. Ben, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc là, rand int, je peux le prendre.
hop, je le copie, je dois lui donner deux paramètres A et B qui sont le mini et le maxi. Bon, bah si je veux générer un nombre donc entre 1 et 100, bah, je vais lui donner en paramètre 1 et 100. Et donc les paramètres d'une fonction, donc, je vais remplacer mon nom ici par randint, et les paramètres d'une fonction que je dois donner. Donc par exemple, le plus petit chiffre ici, c'était et le plus grand chiffre. Donc vous voyez, pour donner plusieurs paramètres, on les sépare par des virgules. Donc là, j'ai rajouté un espace, comme j'ai les espaces, là, on s'en fout, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, ça n'a rien changé. Je mets un espace parce que je trouve que c'est aéré, que c'est plus joli, etc. Donc grandi. Alors vous voyez aussi, encore avantage de PyCharm, décidément, je leur fais beaucoup de pub, c'est que c'est souligné en rouge. Il vous dit, ah ben là, moi, voilà, unresolved reference rendering. Ça veut dire qu'il ne sait pas ce que c'est. Ah ben oui, si je reviens, vous allez me dire, ah ben ouais Ludo, regarde, il y a écrit random point devant. T'as pas mis random point. Très bien, vous avez raison. C'est exactement ce que vous auriez dû dire si vous l'avez pas dit. Voilà, et donc je vais mettre random point devant. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Eh ben il décale, il me dit, t'as mis random? Ben c'est bien, mais je connais toujours pas ce que c'est random. Ah, vous allez me dire, bah Ludo, moi j'ai copié ce que t'as là dans le bar de recherche, j'ai même compris ce que c'était A virgule B, qu'il fallait pas écrire A et B, bêtement. Ok, moi j'ai compris, et il connaît toujours pas. Et comme dit très bien notre cher ami Arcator, exactement, c'est les imports. C'est-à-dire que sur Python, de base, il charge en mémoire une certaine partie de la connaissance Python. Donc il va dire, ok, les if, les while, la fonction print, tout ça, ok, c'est des trucs que tout le monde utilise, de base, il le faut. Mais pour pas charger en mémoire inutilement, donc pour pas avoir un programme que quand vous l'installez, ça fasse comme 100 gigas de données à installer et que vous vous retrouvez, vous disiez, ah bah attends, je télécharge une vidéo, j'ai 100 gigas. Pour éviter ça, ce que fait Python, il dit, ok, moi, je ne vais installer, je ne vais charger que le minimum, le strict minimum nécessaire. Si tu as besoin d'un truc spécifique après, eh ben tu dois me le dire, parce que moi, sinon, je le charge pas. Et donc là, c'est ce qui se passe. PyCharm, lui, le détecte, le programme va se lancer, mais il va lancer une erreur, et il va dire rapidement, je ne sais pas, bah tiens, on va le lancer, vous allez voir, il vous dit, voilà, name error, random, not defined. Il va dire, bah ça, je sais pas ce que c'est. Donc ce qu'il faut faire, c'est lui dire, ah, bah avant toute chose, je vais importer une librairie. Et la librairie, c'est des informations Python qui n'ont pas encore été chargées. Et donc là, je fais un import random. Donc là, vous allez faire le lien random. Hop, c'est ce qu'on appelle une librairie. C'est quelque chose qu'il faut charger manuellement. Ok, j'ai fait un import random. Et donc maintenant, il dit, ah, Python, il dit, chouette, je sais ce que c'est random. Tu me l'as chargé, je l'ai mis en mémoire, je sais ce que c'est. Donc je peux lancer maintenant mon programme. Et il se lance impeccable. Le numéro, s'il te plaît, 10, pouf, nombre est plus petit. Ah, bah oui, maintenant il est aléatoire. Vous êtes bien couillonné, hein. C'est quoi le chiffre? Petite triche, je l'ai écrit juste au-dessus, ici. Donc si vous voulez tester, là, justement, ça a bien marché, il a pris 1. Bah là, je vais mettre 1, et là, il va me dire c'est bon. Je relance le programme. Ah, vous avez vu? Le nombre est différent. Et toujours, donc, entre 1 et 100. Et donc là, bah, je vais dire 85 parce que je suis trop fort, et voilà. Et là, à partir de maintenant, vous appelez papa, maman, sœurette, bidule, machin, chouette, le chien, la chatte, tout le monde, et vous dites, regardez, j'ai un nouveau jeu, ça y est, je suis un programmeur de jeux vidéo, jouez à mon jeu, et je vais me faire des millions. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce petit format était sympa. J'espère aussi que j'étais assez clair. L'idée de ce format, c'est après d'avoir un peu plus d'interactivité. Donc là, merci Arcator, j'ai un viewer. J'ai pas rajouté, pardon, les textes écrits par ce viewer comme affichage de la vidéo. Faudra que je le fasse pour le prochain stream, je le saurai maintenant. Mais voilà, l'idée, c'est que ce soit un peu plus interactif, qu'il y ait des questions et tout ça. Mais si vous aimez bien ce format, n'hésitez pas à me le dire. Et ben, je vous souhaite à une prochaine pour peut-être une petite suite, un nouveau jeu vidéo peut-être un peu plus excitant. Ça va être du Counter-Strike. Ah, t'as vu, je le vends bien. Allez, ciao les bobos.